Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette info spéciale, cette info consacrée au bilan à mi-mandat du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Vous le savez tout à l'heure dans une heure, c'est-à-dire à 20h30 précises. Le chef de l'État sera face à 3 journalistes pour un entretien sur ce sujet. Il s'agit de Aubin Guébré de BF1, Ismaël Ouedraogo de Burkina Info et Jean-Emmanuel Ouedraogo de la RTB. Mais avant, ici même, sur la télévision BF1, nous ouvrons le débat sur ce thème. Quels sont les différents chantiers entamés par le président du FASO depuis son accession au pouvoir en 2015. Nous allons parler d'économie, de justice, nous allons parler aussi de diplomatie, nous allons parler aussi de la méthode Roch Marc Christian Kaboré, comment le chef de l'État gouverne, quelle est sa stratégie. Pour parler de tout cela, nous avons 5 invités autour de cette table, des invités que je vais vous présenter. Tout de suite, à ma droite, il y a M. Marcelin Sommet, qui est maire de Copper, dans les Yoba, membre du bureau politique national de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. À sa droite, nous avons le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Stanislas Ouaro. Merci d'être venu. Vous allez porter la parole du gouvernement ce soir. À ma gauche, il y a Siaka Koulibaly, qui est analyste politique. Juste à côté de lui, il y a M. Moussa Diallo, qui est secrétaire confédéral de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, chargé des affaires juridiques des travailleurs, c'est ça. Et puis, notre dernier invité, M. Ousseini Tamboura, qui est député MPP, mais est membre du bureau politique national du Mouvement pour le progrès et du MPP plutôt, Mouvement pour le progrès et du peuple pour le progrès. Voilà, il y a tellement d'épées dans les différents partis politiques. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, à 20h30, nous irons au palais de Kossiam pour suivre en direct l'entretien du chef de l'État avec les 3 journalistes. À 21h30, nous allons revenir pour débriefer l'entretien du chef de l'État avec ces 3 journalistes. Mais ici, nous allons commencer le débat autour du bilan à mi-mandat du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Mais avant d'aller plus loin, nous allons revenir sur l'exercice que le chef de l'État a eu hier sur une chaîne de radio nationale, Savane FM, où il a entretenu les Burkinabés en langue nationale morée, ce qui a soulevé une polémique sur les réseaux sociaux, vous le savez. On a estimé sur les réseaux sociaux dans certains secteurs que la langue morée étant parlée par une partie de la population, que le chef de l'État s'adresse à la population dans cette langue n'était pas pratique. Est-ce que c'est une polémique fondée ou bien est-ce que c'est une polémique stérile? Monsieur... Vous semblez voilà. Commencer par moi tout à sur fait. ce sujet. Je suis voilà. Très attaché à la question des langues nationales pour avoir été ministre délégué chargé de l'alphabétisation où la vision était de travailler au statut et à la valorisation des langues nationales. Je ne reviens pas sur les théories utiles, les théories économiques, sur le fait que les populations doivent nécessairement s'exprimer dans les langues nationales. Sur la polémique particulièrement, je pense qu'il ne faut pas véritablement lui accorder une importance qui dépasse, j'allais dire, l'enjeu de l'émission hier. Personnellement, je ne me suis pas exprimé avant l'émission. J'attendais de voir comment l'émission se déroulait avant de porter mon appréciation. Et je pense que le chef de l'État lui-même s'est exprimé sur le sujet. Et je pense qu'il a donné l'explication la plus plausible, sans arrière-pensée, en estimant que c'était tout simplement la langue qu'il parlait le mieux, la langue nationale qu'il parlait le mieux. A priori, donc, je ne vois vraiment pas de danger. Cependant, les opinions qui pensaient que cela ne devait pas se faire doivent être simplement prises en compte, mais il ne fallait pas, outre mesure, de mon point de vue, créer une bulle là-dessus. D'ailleurs, l'exercice nous a permis de voir qu'il fallait effectivement que le président communique, puisqu'il a permis à des citoyens de poser des problèmes qui sont tout à fait pratiques. Et nous, en tant que politiques, nous avons décrypté aussi des sujets très intéressants. Lorsque le président dit que nous irons au référendum en 2019, c'est une balise importante. Lorsqu'il dit, par exemple, sur la question de la justice, voici ma position, c'est très intéressant. Donc je pense qu'il faut aller sur le contenu et les résultats plutôt que de s'attarder sur... parce que, bon, vous savez, la polémique, dans notre pays, il y a des critiques. Elles sont souvent objectives. Et ceux qui le font, il faut les classer en 2 ou 3 catégories. Il y a d'abord ceux qui critiquent parce qu'ils sont dans un mandat et une mission de critiquer.
parce que c'est leur rôle, c'est peut-être ceux déjà qui ont perdu le pouvoir en 2014, qui sont dans une logique de critique, même quand l'acte est louable, objectif. On a ensuite ceux avec qui on a compétit, qui ont perdu, qui n'ont pas gagné les élections et qui ont choisi de ne pas être dans la majorité avec nous, qui sont dans leur rôle constitutionnel de critiquer. Et en dehors de ça, les autres critiques portées par la majorité des citoyens doivent être prises en compte tout simplement. Alors, Marcellin Somé, est-ce que hier le chef de l'État a parlé seulement aux Mossé ou bien il a parlé à tous les Burkinabés? Merci. Personnellement, moi je ne comprends pas Moré. Ça m'a déjà fait pas mal de peine de n'avoir pas pu entendre mon chef de l'État livrer un message qui apparemment est important. Alors j'ai essayé à travers les réseaux sociaux, justement, les quelques bris d'informations que j'ai pu obtenir, de savoir ce qu'il a voulu dire. Je me suis livré à l'exercice d'écouter, de saisir quelques propos, justement, en fait, qu'il a tenus. Donc, me forcer de comprendre Moré. Alors, c'est un peu pour répondre en même temps, justement, à l'honorable Tamboura, que ceux qui se plaignent, en fait, ce n'est pas forcément de la critique négative, et surtout, il ne faut pas considérer que ce sont des militants du CDP ou de l'UPC ou de ceux de l'opposition qui se plaignent pour se plaindre. Non, je suis désolé. Voilà, justement, il y a des gens, en fait, qui, objectivement, se plaignent parce qu'ils n'ont pas pu entendre. Sinon, l'exercice, je suis totalement ravi d'ailleurs, en fait, parce que ça va un peu vers la proximité. Alors, si on est dans un élan, justement, de rapprocher la parole ou les décisions de l'autorité publique aux populations, c'est tout à fait louable. Maintenant, s'il y a des critiques, il faut les prendre en considération et voir comment faire pour atteindre le maximum de Burkinabés. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de Burkinabés aussi qui éprouvent le sentiment que moi j'ai, sentiment de frustration de n'avoir pas pu entendre son premier responsable s'exprimer. Heureusement que ce soir, il le fera en français. Alors, professeur Stanislas Ouattara, vous qui êtes membre du gouvernement, est-ce que vous comprenez cette frustration d'une partie des Burkinabés qui n'ont absolument rien compris de ce que le chef de l'État a dit? Est-ce que vous comprenez cette frustration-là? Tout à fait, on comprend parfaitement la frustration ou les questionnements d'une partie de la population. Ça, c'est tout à fait normal. Il s'est donc exercé en s'exprimant donc dans la langue qu'il parlait le mieux, il l'a fait. Mais je pense que pour tenir compte effectivement de ses préoccupations, il a été arrêté le principe que ce soit repris dans deux autres langues, en Fulfulde et en Djoula, pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, il va s'exprimer en français, mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que tout le monde va comprendre. Donc il y a un exercice après de pouvoir reprendre afin que le maximum puisse suivre et écouter. Et ce que je voudrais dire par là, moi-même qui suis à une échelle plus basse, lorsque on organise des manifestations, lorsqu'il y a des activités, on s'exprime en français, mais les journalistes nous demandent de parler en langue. Et en général, je parle, parce que je parle le Djoula, c'est en Djoula que je parle pour m'adresser à d'autres personnes. Donc, ce que je voulais dire par là, on comprend parfaitement, et c'est pour cela que c'est l'exercice auquel il s'est investi hier, donc va être repris dans deux autres langues nationales qui sont... Voilà, vous dites que ça va être, pardon-moi de vous interrompre, ça va être repris en Fulfulde et en Djoula. Bon, enfin, il y a des gens qui ne comprennent ni le Moré, ni le Fulfulde, ni le Djoula. Il y a certains qui parlent le Gouroussi, il y a d'autres qui parlent le Bissa. C'est qu'à Koulibaly, l'exercice devient difficile si on dit la parole du chef de l'État doit être reprise dans toutes les langues du Burkina Faso. Ça devient compliqué. On a toujours dit que la langue fait partie des éléments de la souveraineté d'un État. Pour une fois où le chef de l'État s'exprime dans une langue nationale, ça crée un tollé. Comment est-ce que vous analysez cette situation-là? Je commence en disant qu'il y a aussi des Dogons sur le territoire burkinabé. Oui. Je ne sais pas s'ils pourront transmettre donc le message du chef de l'État à cette population-là. En Dogon. En fait, moi, c'est vrai qu'il y a eu la polémique sur les réseaux sociaux et même en ville, les gens en ont parlé. Et une partie de cette population exprime une certaine frustration d'avoir été exclue de la communication du chef de l'État. À mon avis, la seule chose qui aurait permis de relativiser l'impact
négatif de cette forme de communication aurait été une interprétation simultanée dans toutes les langues, ce qui est très fastidieux et à mon avis impossible à faire. Alors, comme vous le savez, toute communication a deux niveaux de compréhension. Il y a le message direct qui est donné, et là il a voulu expliquer certains problèmes de l'heure. Il a parlé de la grève, des grèves des syndicats. Il s'est exprimé sur la question Naïm Touré, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, comme dans toute communication politique, des signaux qui ne sont pas décélables à tout le monde. Et en partie, la frustration qui a été observée vient donc de cette deuxième dimension-là, à savoir que le chef de l'État étant un symbole de l'État républicain, c'est-à-dire une institution qui, dans son processus de formation, se met au-dessus de tous les particularismes qui ont précédé l'État, notamment la famille, l'ethnie, les groupes tribaux, ainsi de suite. Donc l'État que nous avons, c'est cette institutionnalisation qui va au-delà de ces questions-là. Si vous allez en France, hormis le nom, le patronyme des gens, vous ne saurez pas d'où viennent les gens. Aucun autre signe distinctif. Il n'y a pas de langue particulière qui permet à quelqu'un de le faire. Et ici, on peut avoir perçu dans l'exercice du chef de l'État une espèce de repli identitaire. Repli identitaire ou communautariste, c'est-à-dire il recherche une légitimité qu'il peut-être, il pense avoir besoin de reconquérir, et il va rechercher cette légitimité-là auprès de son groupe d'origine. Et ça pose un problème de cohésion nationale, d'unité nationale, à un moment où, justement, cette unité nationale-là est mise à mal. Imaginez comment les gens du Dielgodji vont utiliser cet exercice auprès des populations en disant, bon, on vous avait dit que nous n'étions pas partie prenante de cette affaire de Burkina Faso. Vous voyez maintenant que, voilà, on commence. Donc, il y a plusieurs interprétations négatives possibles que le staff de communication aurait dû traiter avant donc de permettre au chef de l'État d'aller dans cet exercice. Personnellement, je n'ai pas voulu aller à l'intérieur, mais je mets en évidence donc des aspects qui peuvent poser problème, même si au fond il a voulu faire un exercice, aller au plus proche des populations, comme monsieur le maire l'a dit, mais ça peut donner également des interprétations qui ne sont pas bien maîtrisées. Voilà, nous allons revenir sur ce sujet une autre fois. Ce n'est pas le thème de la réunion de ce soir. Je pense qu'on aura d'autres occasions de revenir, de débattre sur ce sujet, entre tentation de repli identitaire ou peut-être il a voulu peut-être plus communiquer et se faire mieux comprendre, voilà, par une partie de la population. On trouvera peut-être le juste milieu, mais on le fera en d'autres occasions. Alors, nous allons entrer de plein pied dans le thème qui nous rassemble, c'est-à-dire que le bilan à mi-mandat du chef de l'État, 2 ans et demi après son élection à la tête du Burkina Faso. La première question qu'on se pose, c'est quoi la méthode Roch Marc Christian Kaboré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? Est-ce qu'il y a une stratégie de gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré qui se dégage? Moussa Diallo, qu'est-ce que vous avez perçu dans la manière de gouverner du chef de l'État? Merci de me donner la parole. En tant qu'acteur de la société civile, ce que j'ai pu noter et qui m'a désolé malheureusement, c'est le fait que j'ai constaté que c'est une démarche qui consiste à privilégier le népotisme et la gabégie. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Regardez autour du président du Faso. Son responsable du cabinet là. Rien que sous Blaise Compaoré, il a été démis officiellement de ses fonctions pour des malversations sur le foncier. C'est lui qui est nommé comme chef de cabinet de la présidence. Vous avez suivi aussi les révélations faites dans la presse sur ce qu'on a appelé des audiences monnayées à la présidence du Faso. J'en passe. C'est cette démarche que je vois où on essaie de placer des copains et des coquins à côté pour pouvoir partager le gâteau.
Alors, népotisme et gabégie, Houssine Tamboura, les mots sont forts pour qualifier la méthode de gouvernance du chef de l'État. Oui. Vous qui êtes député de la majorité. Au niveau du Parlement et de la majorité, en tant qu'acteur politique, je pense que c'est un angle de vue qu'il a en tant qu'acteur de la société civile, lesquels acteurs d'ailleurs sont tout à fait multiples et divers. Et je pense aussi qu'il a indexé un certain nombre de faits à partir desquels il extrapole. Même si par ailleurs on peut reconnaître à certaines de ces observations que nous pouvons discuter et commenter, le plus important ici, on ne peut pas à partir de cela dire que c'est du népotisme et de la gabégie. Parlant du bilan, je pense qu'il faut aussi souvent c'est une république qui a organisé aussi son fonctionnement. Donc je pense qu'il faut comprendre cela et savoir que la république c'est des règles, c'est des institutions et qui se contrebalancent, s'équilibrent. Et je pense que le chef de l'État, notre camarade, puisque c'est le candidat du MPP, il fut d'abord le président de notre parti, a fait le serment de réaliser un certain nombre de choses lors de ces élections. Je pense qu'il a été brillamment élu. Je pense également qu'il a posé un certain nombre d'actes appréciables. Et je pense qu'il s'agit peut-être à cette étape de mi-mandat de mettre dans la balance ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait. Pardon de vous interrompre, nous allons y arriver tout à l'heure. Nous parlons pour le moment de la méthode de gouvernance. Est-ce que le chef de l'État, 2 ans et demi après, est-ce qu'on perçoit une manière de travailler du chef de l'État? Certains cercles ont parlé de marque d'autorité du président du Faso sur un certain nombre de dossiers. Est-ce qu'il est dans la négociation? Est-ce qu'il laisse faire les choses? Quelle est la méthode de travail du président du Faso? C'est cela qui est la question pour le moment. Ça c'est une question difficile parce que c'est des critiques adressées à une méthode personnelle. Je pense que le président Kaboré peut être qualifié de quelqu'un qui est d'abord soucieux du respect de la loi et du droit. Ça, je pense qu'on peut le lui reconnaître. Ça peut paraître pour pas mal de citoyens comme une situation de laisser aller. Ça, c'est un des caractères, une des caractéristiques de son pouvoir. De mon point de vue, le second caractère que je lui laisse, que je lui reconnais, c'est l'accessibilité et la simplicité. Au point que souvent, c'est même considéré comme une faiblesse, le fait d'être accessible à tout le monde. Et dès qu'il y a une difficulté, effectivement, de se mettre dans une situation d'écoute, ça a été pris comme une faiblesse. Mais en vérité, ça peut être aussi considéré comme une force. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut évaluer les critiques. Il faut regarder quelle est la bonne dose qui est recherchée et puis laisser effectivement au président Kaboré de faire son bilan et naturellement de dire pourquoi telle action est posée ainsi telle autre n'est pas posée. Nous, au niveau du parti, puisque c'est aussi le Parlement, c'est aussi le parti, nous avons aussi souvent nos commentaires par rapport à un certain nombre d'actions ou d'actes qui sont posés, mais pour l'instant, c'est notre champion. Alors, professeur Stanislas Ouaro, Monsieur Diallo Moussa a parlé de népotisme, de gabégie, on a parlé aussi de laisser aller. Vous qui êtes au gouvernement, comment le chef de l'État il travaille avec vous? Parce qu'il a soulevé un problème important. On a entendu, à travers les révélations d'un journal de la place, que des audiences du chef de l'État auraient été monnayées par une partie de son entourage. Il y a un communiqué de la présidente du Faso qui est sorti, qui n'a démenti à aucun moment cet état de fait. Le communiqué, au contraire, a demandé à ceux qui auraient été victimes de cette pratique-là de se manifester. Voilà. Il y a aussi un autre sujet. Il y a le nommé Désiré Djinko qui a été nommé chargé de mission à la présidence du Faso, alors que quelques mois auparavant, il était dans une manifestation où il menaçait de mettre le feu au palais de justice. Ça a été relevé en ce moment. Est-ce que dans la méthode de travail du chef de l'État, ces éléments qui sont peut-être des détails n'apparaissent pas comme une manière pour le chef de l'État de laisser faire les choses et de ne pas maîtriser un certain nombre de choses? Non, pas du tout. Pas du tout. Je voudrais déjà dire que pour ce qui est des audiences qui auraient été éventuellement monnayées, la démarche elle est pertinente. Vous accusez des personnes de monnayer des audiences, on vous demande de citer ces personnes, d'apporter les preuves. Nous sommes dans un état de droit. Si nous devons sanctionner, il faut le sanctionner sur la base de preuves. Sinon, on vous casse donc votre problème en justice et c'est parti. Et donc, je pense que la démarche là, elle est bonne. Vous avez accusé des personnes, vous apportez les preuves, vous dénoncez, on
on fait donc des enquêtes, on fait une évaluation, et si c'est avéré, des gens seront sanctionnés. Moi, je trouve que c'est une très bonne méthode, cette méthode de patience, d'observation, et surtout, donc, de respect des règles du jeu démocratique, de respect des règles de droit. Ça, c'est très important, et ça, nous le percevons en lui, hein, cette volonté. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Maintenant, il y a des exemples qui sont donnés, donc, M. Diallo a donné quelques exemples. On peut effectivement donner des exemples, comme l'a dit donc l'honorable député Tamboura, des exemples sur lesquels effectivement on peut discuter et tout, mais il y a des aspects aussi positifs, il ne faut pas tout voir en noir et apprécier. Et donc, moi je pense que la méthode, ce qu'on peut retenir d'important, et la méthode, c'est le respect, donc le respect donc des règles du jeu démocratique, le respect des institutions, le respect donc des textes, le respect de la séparation des pouvoirs, etc., de façon à ce que donc tout se passe très bien. Ça devrait être la méthode, et je pense que c'est ça la méthode. Maintenant, dans les choix des personnes, dans certaines approches, il peut y avoir des différences, mais pour moi la boussole là, c'est vraiment, on est en démocratie, il faut respecter les principes démocratiques, et même nous à notre niveau, lorsque nous devons sanctionner des agents, mais nous collectons des informations, nous demandons aux agents d'apporter des lettres d'explication en respectant les dispositions réglementaires, et à partir de cela, donc il y a un certain nombre de sanctions qui peuvent être posées, l'avertissement, la suspension, etc., et le passage en conseil de discipline, etc. Donc ce sont des règles qui sont établies, qu'il faut respecter. Maintenant, ces règles aussi peuvent prendre du temps, et on peut avoir le sentiment que bon, on ne fait rien, etc., mais je pense que moi ce que j'apprécie, c'est vraiment le respect des règles du jeu démocratique. Ça, c'est très important. Ça c'est la méthode. Ouais, le respect des règles du jeu démocratique, Marcellin Somé, c'est comme ça que vous percevez la manière du chef de l'État de gouverner, la patience, le respect des règles, des principes de la démocratie, ou est-ce que vous avez une autre manière de voir la méthode du Roch Marc Christian Kaboré? Alors, merci. J'utiliserai les propres propos de Tamboura, du député Tamboura, pour dire de réexaminer encore, parce que vous avez dit d'aucuns diraient que c'est du laisser-aller. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas du laisser-aller? Lorsque justement, parlant de stratégie de gouvernance, alors vous parlez de respect de la loi, des règles du jeu démocratique, et que dans le même temps, moi, président du FASO, j'ai dit, alors, je suis attaché à ce que les institutions soient respectées. La justice, l'Assemblée, ainsi de suite, que les règles du jeu soient bien suivies. Et comme il a été soulevé tout à l'heure, dès le lendemain, je nomme quelqu'un qui dit, il faut qu'on incendie le palais de justice. Je me demande si c'est effectivement, en fait, il n'y a pas d'incohérence que vous-même vous ayez vu. J'ai bien apprécié le mal en fait que le député Tamboura, tout comme le ministre Ouaro, ont eu à définir la stratégie de gouvernance adoptée, parce qu'ils ont pris, je crois en fait, chacun plus d'une minute avec des kyrielles de mots, des tournures, pour finir en fait par voilà, pour finir par dire que alors c'est le respect des institutions, des règles démocratiques, mais vraiment malheureusement, je crois que nous sommes plus depuis la gouvernance ROC dans du rattrapage, parce que le point d'origine en fait c'est du laisser aller d'abord, et lorsqu'on laisse aller et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui échappent, alors on fait tout pour colmater, pour rattraper, et finalement en fait je crois qu'on viendra là-dessus pour éventuellement soulever une partie du peuple contre une autre, comme justement en fait l'histoire des syndicats. On reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas eu de prévision, en fait il n'y a aucune lisibilité de la stratégie de gouvernance du président Kaboré. Je suis désolé d'avoir à le dire. J'espère n'avoir pas été trop sévère, mais voilà, peu importe. Seka Coulibaly, vous pensez que c'est une navigation à vue du chef de l'État 2 ans et demi après sa prise, après son élection, voilà, à la tête du Burkina Faso? Est-ce que vous percevez une navigation à vue, ou est-ce que vous percevez un homme qui est patient, qui évolue doucement? Certains diraient que c'est un manque d'autorité, c'est du laisser-aller. Vous, en tant qu'analyste politique, comment vous analysez la stratégie de gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré? Il faut rappeler qu'il a été élu président après une insurrection populaire, ça change
fondamentalement la donne aussi. Vous avez parlé de méthode. Méthode, tout à fait. Moi, pour la méthode, je voudrais situer cette méthode Kaboré à deux niveaux différents. Il y a le rapport de l'individu aux autres, c'est-à-dire ses collaborateurs et, disons, les citoyens burkinabés. Sur ce plan, on peut considérer Roch Marc Christian Kaboré comme beaucoup plus chaud, entre griffes, donc plus proche que ne l'était par exemple Blaise Compaoré, qui était quand même assez difficile d'accès et tout ça. De ce point de vue, c'est évident que Roch Marc Christian Kaboré présente cet avantage d'avoir du relationnel et de l'entre-gens. Ensuite, il y a la gouvernance, la méthode de gouvernance, sur laquelle, en particulier, je pense, les gens trouvent justement les limites que vous avez évoquées, qui, pour ma part, se résument, à mon avis, au fait que le président du FASO n'est pas suffisamment réactif, n'est pas suffisamment agressif dans une situation évoluant très rapidement. À mon avis, il est resté bloqué sur son programme de campagne. J'ai prévu ceci, j'ai voulu faire cela. Il essaie de suivre ça. Tandis que c'est une situation, vous prenez par exemple la fronde sociale, elle n'était pas prévue par le programme de campagne. Le terrorisme n'était pas prévu par le programme de campagne. Donc, il y a des nouvelles situations sur lesquelles le chef de l'État aurait dû changer sa posture classique de la personnalité qu'il a pour être beaucoup plus réactif, plus agressif sur certains sujets. Donc c'est ça qui donne l'impression aux uns et aux autres qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Donc on ne le sent pas dominer les grandes questions de l'heure. Terrorisme, quand on a beau regarder, c'est vrai qu'on est dedans, on essaye de faire ce qu'on peut, mais il n'y a pas vraiment une ligne directrice sur la question du terrorisme, ni sur cette question de l'économie, en particulier avec les grèves que la Chambre du commerce a fini par analyser comme occasionnant une perte importante pour l'économie nationale. Donc moi je crois qu'il y a des aspects qui restent encore à couvrir par le chef de l'État. Alors on va revenir tout à l'heure aux grèves, mais avant cela on va voir un élément, puisque le chef de l'État il ne gouverne pas seul, il est avec un gouvernement qui travaille avec lui, il a avec aussi l'appareil du parti politique qui travaille avec lui. Comment tout cela fonctionne en symbiose, comment le chef de l'État travaille avec son entourage. Nous avons Juliette Bonkungu qui a eu une idée sur la question au cours de l'émission Tapis d'honneur. Nous allons l'écouter et revenir tout à l'heure. Vous avez les jeunes, ils veulent le pouvoir. C'est normal, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères parfois. Mais ils retiennent du pouvoir la V8, la belle secrétaire, le beau bureau, et puis l'argent et les vacances. Alors que le pouvoir, c'est pire que ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Un chef d'État, à la limite, c'est tout et rien à la fois. Quand Blaise décidait quelque chose, Roch court par-ci, dit, Salif traverse le nord, et les Mélégués sont dans leur cascade en train de parler. Moi, je suis au Burkindé. C'est les relais qui font le pouvoir. Et je note qu'au niveau du pouvoir MPP, apparemment, il n'y a pas beaucoup de relais. Quand le président Roch dit quelque chose, ou quand leur autre personne, je ne vois pas, au niveau de l'opinion, les personnes qui sortent du bois pour reprendre ça, expliquer ça, défendre ça. Souvent, sa parole, elle est seule et elle se perd comme ça dans l'air. Mais on ne peut pas, c'est pas possible de diriger comme ça. Un ministre, ça s'engage, ça prend position, ça va dans sa campagne la nuit, travailler, ça explique. Ce n'est pas seulement à Ouagadougou. Voilà, c'était Juliette Bonkungu qui se prononçait sur la méthode de gouvernance du chef de l'État au cours de l'émission Tapis d'honneur. Juliette Bonkungu est députée CDP. Alors, professeur Stanislas Ouattara, vous êtes des ministres qui ne partaient pas porter la voix du chef de l'État hors de Ouagadougou. C'est ce que Juliette Bonkungu dit. Je suis tout à fait surpris. Est-ce que le chef de l'État est seul?
Pas du tout. Je suis tout à fait surpris par les propos et je voudrais... qui sont des propos venant de la personne que je peux qualifier de normale parce que effectivement c'est une députée de l'opposition, etc. Et c'est normal que cette appréciation vienne. C'est un point de vue. Mais je voudrais dire que c'est pas tout à fait vrai. Aussi bien dans le cadre donc du parti, il y a régulièrement des tournées d'explication que pour les membres du gouvernement qui ne restent pas sur place. Nous allons partout pour porter le message, pour expliquer les choses et tout. Donc de ce point de vue, je ne pense pas. Je pense que ce qu'il faut peut-être dire, c'est que nous sommes en 2018, avec tout ce que ça accompagne, les réseaux sociaux, un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas les mêmes éléments d'appréciation et les mêmes outils qu'on avait au temps de Blaise Compaoré, qui ont commencé à arriver. Et donc, de mon point de vue, il est un peu difficile donc d'apprécier les deux façons de faire, mais sinon les relais sont faits. Sur les réseaux sociaux, les gens voient ce qui se passe, les tournées sont menées un peu partout. Donc, il y a des relais. Mais il y a des défis, il y a énormément de défis, il y a beaucoup d'attentes et c'est peut-être ces attentes et ces défis-là qui font que donc il y a régulièrement donc des besoins exprimés, des plaintes, etc. Sinon c'est fait et nous ne sommes pas des ministres. En tout cas pour ce qui me concerne, je ne suis pas un ministre qui s'assoit ici et je suis un ministre qui court, qui part par-ci par-là et justement parlant justement de ce qui a été dit de V8, etc., nous avons besoin d'outils pour travailler. Moi, quand j'ai été nommé ministre en fin janvier dernier, mais je suis allé dans le Sahel et dans le Nord au moins 4 fois, avec un véhicule difficile. J'ai fait des pannes, j'ai roulé à 40 à l'heure en Djibo et Ouagadougou, etc. On l'a fait et on continue de le faire. Je suis allé un peu partout. Je suis allé à Madouba un samedi et puis le lundi, il y a eu une attaque. Je suis allé un peu partout, je suis allé dans les cascades. J'ai fait actuellement 7 régions et je continue de le faire. Donc je pense que c'est un peu exagéré, mais c'est tout à fait normal. Et ces critiques-là, nous les prenons pour améliorer davantage donc, le travail que nous faisons aux côtés du chef de l'État. Hussein Tamboura, vous disiez tout à l'heure que Roch Marc Christian Kaboré était le capitaine du MPP. Oui, le capitaine, oui. Est-ce qu'il n'a pas de généraux pour travailler avec lui? Non, le ministre Ouaro l'a dit, le gouvernement fait son travail de terrain, le parti également. Moi, je peux confirmer, j'ai dirigé moi-même personnellement plusieurs missions du parti sur des axes du territoire pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, on comprend très bien l'opinion de la doyenne Juliette. Il s'agit aussi d'évaluer ce qu'elle voudrait voir dans la durée. Parce que bon, le régime Compaoré, c'est quand même 27 ans. Ces relais ont été forgés sur la durée et qui apparaissent donc à la population comme étant des relais stables et sûrs. Donc sur 2 ans, on ne peut pas obtenir les mêmes relais. Pardon de vous interrompre, mais c'est ça aussi le problème, parce qu'on estime que Roch Marc Christian Kaboré, ce n'est pas un politicien d'hier. Il était avec le régime Blaise Compaoré, le pouvoir Blaise Compaoré. Ça veut dire qu'il a eu l'expérience de cette manière de procéder. Mais le relais dont vous parlez, à moins de ramener les mêmes relais que le CDP, je ne vois pas comment en 2 ans il peut trouver des relais aussi visibles comme le souhaite Mme Bonkungu. Est-ce que le parti, le MPP, joue son rôle de relais au niveau des populations dans le pays profond? Absolument, nous le faisons. Mais comme il a dit, il y a des éléments de contexte qui font qu'il faut aussi en tenir compte. C'est le parti qui a battu la campagne aussi. Après ça, c'est le parti qui va sur le terrain, qui donne les explications. Nous, au niveau du Parlement, quand nous avons des orientations, nous faisons des missions de parlementaires pour porter, j'allais dire, la vision du président, les décisions du conseil, les décisions du gouvernement. Il nous arrive que le Parlement a expliqué les décisions du gouvernement. Maintenant, prendre ça et puis mettre ça au prisme d'une pratique et puis dire, bon, peut-être que ça aurait pu être comme ça, je pense que c'est un peu trop tôt. On peut peut-être se donner rendez-vous en 2030, peut-être qu'il y aura des relais visibles. Alors, enfin, vous qui êtes maire, est-ce que c'est l'impression que ça donne? Est-ce que les populations dans les différentes communes ont une perception claire des actions du chef de l'État, du gouvernement? Alors, merci. Je voulais justement rebondir sur cette question. À plusieurs reprises, j'ai entendu justement l'honorable Tamboura revenir sur le fait que le parti fait ci, le parti fait ça. Il faut parler du gouvernement. Nous, c'est l'État que nous voyons. C'est l'État que les populations veulent sentir. Mais si justement, en fait, mais effectivement, lorsque vous dites en temps, le Parlement c'est aussi le parti, bon, ça peut se comprendre. Mais c'est que si c'est votre vision, malheureusement, le message ne passe pas. Parce que le fonctionnaire qui est assis
je ne sais pas, à Falangutu ou à Kouéré, lui, il attend simplement en fait quelque chose que le gouvernement va dire de façon globale. Et le seul message qui arrive, justement, quand le gouvernement se prononce et que ça lui parvient ou quoi, c'est que, justement, ces revendications ne sont pas prises en compte. On considère que parce qu'il revendique, justement, c'est de la politique. Et le gouvernement, en fait, à travers ses structures habituelles d'abord, justement, ne donne jamais de lisibilité, d'espoir. Et en tant que maire, les populations, c'est encore pire. Là, j'ai parlé des fonctionnaires, justement, qui sont un peu dans les zones reculées. Mais en tant que maire, le constat que je fais sur les populations, sincèrement, à la limite du président Roch Kaboré, nous ne voyons rien comme stratégie. Nous allons revenir sur les actions du chef de l'État tout à l'heure. Oui, Moussa Diallo. Ce que j'ai vu, c'était pas ce que vous dites. J'ai écouté Madame Juliette Bonkongou. Ce que j'ai compris, ce n'est pas ce que les autres ont compris. Peut-être que c'est lié un peu à ma formation. Quand on parle des relais ici, j'ai plutôt compris qu'il fallait des propagandistes qui vont aller sur le terrain, mouiller le maillot pour expliquer ce que le gouvernement veut, ce que le président veut. La vision du président. Tout à fait. Et malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, c'est des volets du PNDS que tel ministre est chargé de mettre en œuvre, qu'il part expliquer. Mais la vision globale de la gouvernance n'est pas une préoccupation actuellement. Et je dirais que c'est peut-être parce qu'il n'y en a même pas. Quand j'ai parlé, oui, je constate qu'il y a un tâtonnement franc dans tout ce qui se fait dans ces pays depuis l'avènement du régime MPP et alliés. Donc avant, il n'y avait pas de tâtonnement. Alors, Siaka Koulibaly, est-ce qu'il y a un vide autour du chef de l'État dans sa stratégie de gouvernance? Est-ce qu'on constate un vide? Est-ce que réellement tous ceux qui sont autour de lui, ses collaborateurs, portent son action auprès des populations dans les différentes régions et dans les différentes provinces du Burkina? Est-ce que ça se voit, ça se sent? J'ai compris la question du relais comme une question liée à la carrure des personnalités qui doivent relayer le discours ou le travail du gouvernement auprès des populations. Donc, effectivement, quand on va comparer avec la période de Blaise Compaoré, c'est assez évident que le gouvernement de Roch Kaboré va avoir un léger déficit lié au fait que, dans le passé, les relais étaient des personnalités, je dirais peut-être, qui ont une envergure un peu plus importante, mais surtout qui n'avaient pas peut-être autant à faire qu'aujourd'hui. On avait une population qui était concernée par une très grande ruralité, qui ne s'intéressait pas beaucoup à la gouvernance politique globale du pays, et donc c'était assez facile d'imposer une personnalité dans la région qui, au fil du temps qui a été long, a pris des racines. Aujourd'hui, il faut que les gens répondent à des problèmes beaucoup plus fréquemment et n'ont pas souvent les réponses à ces questions-là. Ça, c'est un aspect, la question des relais. Le deuxième aspect, l'entourage du chef de l'État, y compris la présidence et le gouvernement. Là, il faut dire qu'il y a quand même un ensemble donc d'insuffisances qu'on est obligé de mentionner, qui ont tendance à apporter une image de la gouvernance Kaboré qui, à mon avis, n'est pas tout à fait celle que lui-même aurait souhaité. Il y a encore des éléments. Si vous prenez la question de la fronde sociale, on est obligé de conclure qu'il y a un problème de gestion du dialogue social de la part de certains membres du gouvernement. Alors, pardon de vous interrompre, c'est la transition tout à fait parfaite. Nous allons parler d'économie et donc parler en même temps du dialogue social parce que c'est le nez de la guerre, l'économie. Voilà, nous entrons de plein pied dans le bilan économique du chef de l'État, 2 ans et demi après son élection à la tête du Burkina Faso. Comment est-ce que les choses évoluent? Avant de rentrer dans le débat, nous allons suivre cet élément d'une conférence de presse du gouvernement.
je veux rassurer que jusqu'à présent, on va payer vos salaires. On va payer vos salaires, mais je ne sais pas jusque quand. C'est aussi vrai de le dire. Une inquiétude qui sonne presque comme un aveu d'impuissance. Sa crainte, Adizatou Rosine Koulibaly la justifie par le fait que le paiement des salaires soit tributaire des recettes fiscales alors que les administrations fiscales fonctionnent au ralenti à cause des grèves à répétition du syndicat du Minefid entamées depuis quelque temps. Le ministre en appelle donc au sens de responsabilité des syndicats. L'objectif du gouvernement n'est pas de remettre en cause des avantages, dira-t-elle, avant que son collègue de la fonction publique ne précise qu'aucun avantage n'est acquis pour toujours. Il est plutôt question d'équité et de justice sociale. Je ne vais pas citer Thomas Sankara, mais quelqu'un m'a... En fait, je lisais un peu, mais lui, il avait dit que nous avons le choix de donner du champagne à quelques-uns ou de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est une question hautement politique. C'est un choix qu'il faut faire. Un choix de gouvernance, un choix de société, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Sur le manque à gagner engendré du fait des grèves, le ministre en charge des Finances n'est pas dans la guerre des chiffres. Mais précise-t-elle, les rendements des services chargés de la mobilisation des ressources ont baissé, même si comparativement à 2017, ils restent supérieurs sur la même période. Elle s'inquiète donc que les objectifs fixés pour 2018 en termes de mobilisation de ressources ne soient pas atteints. Une contre-performance qui pourrait peut-être déterminer son avenir à la tête du département des Finances. À ce sujet, sa réponse est sans embâche. À mon avenir, c'est très simple. Deux choses. Comme vous, j'ai un passé et j'aurai aussi un avenir. D'accord? J'espère que vous avez aussi un passé, que vous aurez un avenir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Deuxième chose, je reprends ce que le président J.J. Rawlings du Ghana avait dit et il l'a écrit. Vous pouvez le lire aussi. La vie après le palais. Pour dire aux différents chefs d'État qu'il y a une vie après le palais. Il est ancien chef d'État. Voilà. Donc, je crois que c'est très simple et très poli la réponse que je vous ai donnée. Comprenez ce que je veux dire à travers ça. Merci. Partira, partira pas, cela importe peu pour l'heure. Le plus urgent, c'est la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique prévue du 12 au 14 juin prochain. Un rendez-vous capital sur lequel le gouvernement fonde beaucoup d'espoir. Si on arrive par exemple au niveau de la conférence, que ce principe est adopté, si tu es rentré avec le BPC, peu importe là où tu y seras, tu auras le même traitement indiciaire. Voilà, peut-être ce qui va différer, ça va être au niveau indemnitaire, mais là aussi, il faut arriver à retrouver aussi une certaine homogénéité, puisqu'on sait qu'au niveau des indemnités, comme ça répond à un certain nombre de besoins. Donc, je pense que l'un des enjeux de la conférence, c'est vraiment de travailler. Et je crois que, de ce point de vue-là, il y a de bonnes perspectives. De bonnes perspectives, certes, mais encore faudra-t-il que les acteurs sociaux se montrent plus coopératifs, d'autant que cette conférence va se tenir dans un contexte où la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement durcit davantage sa lutte. Voilà, nous sommes là en plein dans le débat. Aujourd'hui au Burkina Faso, c'est clair qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler des tensions sociales, notamment des différents mouvements de grève, des multiples mouvements de grève initiés par nos amis syndicalistes et dont l'élément principal aujourd'hui qui cristallise les attentions, c'est le bras de fer entre la ministre de l'économie et des finances, Adizatou Rosine Koulibaly, et la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Mais tout à l'heure, dans les propos du ministre de l'économie et des finances, elle a dit quelque chose qui est quand même important. Moi, je trouve que c'est une phrase qui est passée inaperçue. Elle a dit que dans un futur peut-être moyen ou lointain, l'État burkinabé serait peut-être en incapacité de payer le salaire de ses fonctionnaires. Je pense que c'est très rare que cela soit dit. Alors, député Ousseini Tamboura, je reviens encore à vous. Est-ce que vous avez grand plaisir à me faire introduire toutes vos questions. C'est une phrase qui révèle quand même un malaise profond. Non, moi je voudrais me détacher des éléments factuels. De toutes les façons, j'estime que c'est peut-être dans un jeu de dialogue avec ses partenaires. C'est peut-être un point qu'il faut mettre dans la balance pour faciliter le dialogue. Non, je pense qu'il faut revenir à quelques fondamentaux qui sont importants. Et de ma position de parlementaire, je pense qu'il est beaucoup important que j'apporte ces éléments d'information. Allez-y. Le MPP
le président Kaboré, nous avons succédé à la transition. Le gouvernement de transition auquel nous avons plus ou moins participé, partis politiques, ORC. Il y avait un passif, il y avait, comme on dit, une feuille de route qui avait été déroulée. Il était de notre obligation, et nous l'avons promis pendant les élections, que nous allons tenir certains éléments de cette feuille de route. Au niveau du Parlement, en 2 ans et demi, nous avons, sur 2 lois financières, épongé l'incidence financière de la loi 081. On n'en parle pas. Nous avons épongé la dette intérieure dont le point avait été fait. Nous avons voté 4 lois portant statut la fonction publique territoriale, faisant en sorte que l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales soient dans un cadre juridique sécurisé. La fonction publique hospitalière a été votée. Le statut de la police nationale a été voté. Le statut des forces armées nationales ont été votés. Nous avons voté 2 lois à polémique où nos amis de l'UPC, face à l'impatience des populations de voir tout de suite des réalisations socio-économiques, le Parlement a pris la responsabilité historique et politique de dire, par une loi, nous donnons certaines dérogations au gouvernement sur les PPP, d'abréger certains délais sur les marchés publics, dans la réalisation des projets et programmes. Donc je pense qu'il faut essayer de mettre un certain nombre d'éléments en cohérence pour quand même atténuer le fait que Koulibaly et M. Diallo semblent dire qu'il n'y a pas de vision. Il faut quand même dire qu'il y a un cadre général. Maintenant, il y a des éléments qui n'étaient pas prévus, qui se sont invités dans notre gouvernance. La question de sécurité, ce n'est pas un dialogue partisan. Tout le monde sait que c'est l'abandon d'une doctrine précédente qui a peut-être exacerbé les questions sécuritaires. On n'a pas besoin d'être à Harvard University pour comprendre ça. On a fait la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Vous avez cité un certain nombre d'éléments, un certain nombre de lois votées, mais ensuite, une chose est de voter les lois, au niveau du mais une autre chose est de les mettre en pratique. Je vous ai dit que la République, c'est une organisation d'institutions et de règles de fonctionnement. Seulement que les populations attendent. Les populations l'ont ressenti, la gratuité des soins. C'est ressenti? Ou bien c'est pas ressenti selon vous? Vous avez fait un sondage? J'ai pas fait de sondage. Est-ce que vous avez interrogé les travailleurs des collectivités territoriales pour dire est-ce qu'ils sont contents de cette loi? Est-ce que vous avez interrogé la police nationale? Avez-vous fait un sondage? Est-ce que les travailleurs de la CGTB sont satisfaits de la gratuité des soins? Mais permettez-moi de terminer sur la question des... On va revenir à terminer tout à l'heure. Disons de façon générale, parce que je ne voudrais pas venir parler au nom des militants de la CGTB. Je dirais de façon générale que nous avons déjà opiné sur la question de la gratuité des soins. C'est une initiative louable, mais qui a manqué aussi de cohérence. Je le dis parce que quand on a dit aux populations qu'il y avait gratuité des soins pour les enfants de 1 à 5 ans et les femmes enceintes, on n'a pas précisé quelles étaient les molécules qui étaient concernées. De sorte que sur le terrain, dans la pratique, des gens qui avaient des maladies chroniques partaient pour se faire soigner. Et quand les molécules n'étaient pas là, on accusait les agents de santé de détourner, bon, d'abord pour les populations là-bas, de détourner des choses qui leur étaient destinées. Et souvent, comme il l'a dit, certains politiciens faisaient croire que ça devrait être le cas, que ce sont les agents qui ont détourné ces produits-là. Et je pense que ça c'est aussi regrettable d'avoir procédé comme ça, sans avoir pris le temps d'analyser la faisabilité. Donc ça, c'est un élément. Au niveau des lois dont vous parlez, vous avez voté des lois, c'est vrai, mais pour le moment, ces lois ne sont pas encore opérationnalisées. Et je pense qu'il y a même des grèves pour demander qu'on opérationnalise les engagements. Peut-être qu'on reviendra sur ça quand on va parler de la fraude sociale. L'une des raisons fondamentales, c'est que le gouvernement a pris des engagements, les délais de mise en œuvre sont arrivés. Malheureusement, le gouvernement n'a pas dit aux acteurs en face, nous avons des difficultés, c'est pour ça que nous n'avons pas encore mis en œuvre. Je pense que si cela était fait, on aurait pu économiser beaucoup de grèves. Mais justement, quand on laisse faire jusqu'à ce que le délai s'écoule et les gens constatent que rien n'est fait et interpellent souvent même nous demandons, je vais revenir sur ça aussi, nous écrivons pour demander des audiences, pour qu'on nous explique pourquoi ceci avait été promis, n'a pas été fait, avant de déclencher ce qu'on appelle la procédure du préavis. D'ailleurs, qui doit prendre 15 jours, en principe, avant que la grève ne se déclenche de façon définitive. Mais souvent, on laisse tout ça passer.
On relance le gouvernement, on ne réagit pas, le préavis est lancé, on laisse, c'est quand la grève est là qu'on commence à dire, on veut négocier, il faut. Bon, on reviendra dessus. Ça pose des problèmes du dialogue social. Oui, bon, Jacques l'avait déjà dit. Procès Stanislas, voilà. Le dialogue social, c'est le même problème qui se pose aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances, mais c'est encore plus grave au niveau de l'économie parce que l'économie burkinabé est en train d'être plombée. Je ne sais pas, on a l'impression que les Burkinabés et le ministre et les syndicalistes jouent avec la queue du diable. Parce que la douane, que le trésor, que les impôts soient aux arrêts, mais c'est très grave. Peut-être on ne perçoit pas maintenant l'incidence, mais ça peut avoir une incidence grave. Et la ministre a prévenu que ça peut avoir un impact sur le paiement des salaires. Est-ce que l'économie est en difficulté? Non, je voudrais d'abord relever deux éléments. Le premier élément, c'est que ce qui est dit est tout à fait normal. Nous avons des pays en Afrique qui sont dans des difficultés de paiement des salaires. Je ne donnerai pas de nom, on le sait. Et la responsabilité du gouvernement est engagée pour faire en sorte d'éviter que cela arrive ici. Et je pense que pour une fois, il faut reconnaître de ce gouvernement-là la nécessité et la vision de dire on ne peut plus continuer comme ça, revenons discuter pour aller sur des bases saines. Comme il l'a dit, il y a des lois qui ont été votées et adoptées. Moi, je suis enseignant-chercheur. La loi sur l'enseignement supérieur a été votée, elle a été mise en œuvre. Et les enseignants-chercheurs et les chercheurs bénéficient justement de cette loi-là depuis le 1er janvier 2017. Donc il y a un certain nombre de lois quand même qui ont été mises en œuvre et qui ont été votées. Il y a certains accords qui sont en train d'être mis en œuvre et d'autres qui ne le sont pas pour le moment et qui vont se faire. Nous avons reçu des instructions de faire en sorte que tout ce qui a été engagement du gouvernement puisse être mis en œuvre. Maintenant, je voudrais vous dire que avant justement la prise de fonction de Roch Marc Christian Kaboré, mais la masse salariale était de moins de 400 milliards de francs CFA. Un peu moins de 400 milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on pourrait les donner après. Mais vous connaissez la masse salariale aujourd'hui. Vous savez ce que nous avons payé en 2017? Nous avons payé 617 milliards de francs CFA. Et en 2018, elle est projetée à 722 milliards de francs CFA. Pour prendre en compte justement tout ce qui est fait. Donc on est dans une tendance haussière, progressive, d'année en année, qui nécessite qu'on s'arrête pour se dire on ne peut plus traiter les choses au cas par cas. Mais il faut qu'on se retrouve pour travailler. Et je voudrais vous dire, quand vous parlez de dialogue social, le dialogue n'est pas rompu. Il y a eu un travail. Vous parlez du cas, par exemple, du ministère des Finances. Il y a eu des discussions. Les mouvements de grève ont commencé en mai, qui se poursuivent. Il y a eu des discussions sur 7 points. Maintenant, il y a des points qui se sont ajoutés. Mais sur 7 points, il y a 5 qui ont eu... Il y a eu des accords sur 4 à 5 points. Oui. Maintenant, il y a 2 points spécifiques où il y a eu des difficultés. À moins que vous ne voulez pas que je... Il y a eu 2 points spécifiques. Il y a un des points, c'est la question du check-off. Et le deuxième, c'est la question du statut sécurisant. Mais le statut sécurisant, pour nous, c'est quoi? C'est de dire que notre fonds commun, là, on souhaiterait que ce soit encadré par une loi. C'est ce qui a été demandé. Mais nous avons fait le point des fonds communs partagés. Ça fait 82 milliards de francs CFA qui ont été partagés en 2017. Il n'y a pas que le ministère, mais il y a des agents de la fonction publique, à 12 ministères. Pas que le ministère, mais pour le ministère de l'économie et des finances, c'est 55 milliards de francs CFA. Et ces 55 milliards de francs CFA, ça a concerné 8900 agents. Et lorsque vous faites une moyenne, ça correspond à 200. La masse salariale au niveau du ministère des Finances est de 27 milliards de francs CFA. Donc, on est arrivé à 216% de fonds communs partagés. Et quand nous faisons une moyenne, si nous supposons que tous les agents bénéficient des mêmes fonds communs, ça veut dire qu'en 2017, chaque agent a bénéficié de 6 656 000 francs CFA. Donc c'est cette situation-là qui nous amène à dire c'est insoutenable, on ne peut pas continuer. Et je pense qu'il faut reconnaître cela vraiment du gouvernement, de cette vision de dire on ne peut pas continuer. Et donc il faut qu'on s'asseye et qu'on revienne à des proportions normales. Et pour terminer, je suis très heureux de voir que Diallo est reconnu que l'idée de la gratuité, c'est une très bonne idée. Ça, je suis très content de cela. Maintenant, la mise en œuvre peut connaître des difficultés. C'est normal. Maintenant, au fur et à mesure que les critiques apparaissent, nous devons corriger. Mais les fraudes des produits, c'est pas, on souhaite avoir les noms. S'il y a les noms, on les sanctionne. Mais les fraudes des produits, c'est à pas mal de niveaux. Il est même revenu qu'il y a des populations qui vont en anticipation prendre des produits. Il y a des agents, il est revenu qu'il y a des agents effectivement qui travaillent sur ces caisses. Donc il y a une évaluation à faire, il y a un audit à faire pour qu'on puisse améliorer. À partir du moment où on est tous d'accord que c'est une très bonne idée, travaillons à améliorer cela.
Alors, vous parlez du dialogue social, le dialogue qui est maintenu au niveau du ministère de l'économie et des finances. On n'en a pas l'air avec les dernières décisions du gouvernement. Le gouvernement vient de prendre une dernière décision de recruter des agents financiers à la retraite ou même des étudiants qui viennent de finir leur diplôme, justement pour essayer de remplacer ceux qui vont en grève. On ne peut pas dire qu'on est dans un dialogue social quand on prend une telle décision. Est-ce que je me trompe, Marcellin Somé? Merci. Justement, bon, avant peut-être de revenir sur cette question malheureuse justement de la tension qu'il y a au niveau sur le front social entre la CS Minifid et le ministère, je souhaiterais quand même, lorsque l'on aborde économie, que l'on ne se limite pas peut-être aux aspects des finances, de la gestion des finances publiques. Parce que l'économie, le renforcement des capacités de production du paysan qui se trouve au fin fond là, ça a un impact énorme sur l'économie. Je crois que les productions de richesse même en réalité n'ont pas beaucoup retenu l'attention du gouvernement, mais c'est plus la gestion, en fait, justement des finances publiques qui pose problème. Donc, c'est comme si nous sommes en train de discuter du partage du gâteau plutôt que de l'élargissement. Pardon de vous interrompre. Voilà, ça a commencé. Il est 20h30, l'émission a commencé au palais de Kossia. On va donner l'occasion à nos téléspectateurs de suivre le débat, mais restez avec nous juste après le débat, l'entretien avec le chef de l'État au palais de Kossia. Nous allons revenir pour terminer notre débat qui devient de plus en plus intéressant. Direct Kossia. Déclaré, et je vous cite, les expériences acquises au cours de ma carrière professionnelle et de mon parcours politique m'ont convaincu que les problèmes que vivent les Burkinabés ne sont ni une fatalité ni insurmontables. Alors, un peu plus de 2 ans après, force est de constater que le Burkina Faso fait face à de multiples défis, la sécurité, les luttes syndicales, l'énergie.